Avec ce vidéo du chapitre 30 de mes notes de cours, je débute la partie correspondant à la section 1.11 du livre de Séguin, section intitulée « Le théorème de Gauss ». Pour comparer le contenu de mon résumé concernant le chapitre 30 des notes de cours, je vais vous inviter à ouvrir en même temps la page 97 de Séguin pour voir l'aperçu de la section 1.11 de Séguin. Première chose que j'ai mis dans mon résumé, c'est la définition vectorielle de la surface. La surface, habituellement, on prend plutôt ça comme une donnée scalaire, un chiffre tout simplement, mais parfois on a besoin de la représenter sous forme d'un vecteur. Donc c'est possible de prendre n'importe quelle surface et de dire qu'il y a un vecteur qui représente cette surface-là. La longueur du vecteur va être proportionnelle à l'aire de la surface. Et l'orientation du vecteur, ben là, il faut connaître qu'est-ce qu'on considère comme étant à l'intérieur de la surface et à l'extérieur de la surface. Pour une surface unique comme ça, c'est un peu plus difficile. Il faut que quelqu'un l'ait défini pour nous. Évidemment, quand c'est la surface d'un objet fermé, ben, l'intérieur de l'objet va être l'intérieur, puis l'extérieur de l'objet fermé va correspondre à l'extérieur. Ce qu'on fait, c'est que par convention, on a fixé que le vecteur A allait toujours pointer vers l'extérieur d'une surface. Mon résumé se poursuit avec les caractéristiques d'un champ électrique uniforme, parce qu'on va voir qu'on va simplifier souvent nos problèmes en disant qu'il s'agit d'un champ électrique uniforme. Par définition, c'est un champ où le module du champ électrique est constant et où l'angle du champ électrique est également constant. Donc, si on dit qu'un champ électrique est uniforme à quelque part dans l'espace, ben, il va avoir ces deux caractéristiques-là. Ben, souvent, on va pouvoir simplifier notre problème si le champ électrique est uniforme à l'endroit où ce qu'on l'étudie. C'est-à-dire qu'il ne serait même pas obligé d'être uniforme partout dans l'espace, mais s'il est uniforme à l'endroit où ce qu'on l'étudie, où ce qu'on en a besoin dans nos calculs, ben, il a cette caractéristique-là, puis ça va nous permettre des simplifications. Donc, on va y revenir en faisant des problèmes. On poursuit avec la définition de qu'est-ce que le flux électrique. On va commencer par la définition simplifiée. Donc, le flux électrique, c'est lié au champ électrique, puis c'est lié à un air. C'est la quantité de champ électrique qui passe à travers une aire, si on veut, à travers une surface quelconque. Donc, la quantité de champ électrique qui traverse cette surface-là, évidemment, dépendant de l'angle. Ici, si j'ai un champ électrique comme ça, la surface n'est pas du tout traversée par le champ électrique. Et s'il est comme ça, il est traversé à 100% par le champ électrique. Évidemment, entre les deux, ben, ça va être une valeur qui dépend de l'angle, qui dépend du cos de l'angle. Donc, par définition, le champ électrique, c'est la composante qui est perpendiculaire à la surface. Donc, il dépend de la partie qui arrive à traverser complètement la surface. Fait qu'un vecteur, on a déjà vu en algèbre vectorielle que je peux toujours remplacer ce vecteur-là par deux autres vecteurs. Donc, oublier ce vecteur-là et dire qu'il est, si je prendrais le vecteur suivant et le vecteur suivant, je pourrais laisser tomber ce vecteur-là et ces deux vecteurs-là additionnés donnent le vecteur que je viens d'effacer. Donc, je peux dire que ces deux vecteurs-là remplacent mon autre vecteur. Ben, lui ne donne aucun flux électrique, puis lui donne un flux électrique de 100%. C'est pour ça qu'on dit qu'on prend la composante qui est perpendiculaire pour obtenir là, le flux électrique. On peut s'intéresser soit strictement à la valeur absolue ou à la valeur avec signe. C'est un scalaire, c'est pas un vecteur. Hein? Le flux électrique qui traverse une surface, c'est un scalaire, ce n'est pas un vecteur, mais c'est un chiffre qui peut avoir un signe. Donc, il va être positif quand le flux sort de la surface, puis il va être négatif quand le flux rentre dans la surface. Évidemment, pour une surface quelconque non fermée, il faut connaître quel est l'intérieur, l'extérieur. C'est un peu plus compliqué. Pour une surface fermée, c'est la surface qui est en bleu avec indiquée par le pointillé. Si j'ai un flux électrique qui est comme ça à travers partout dans l'espace, à travers la surface en arrière, le flux électrique rentre dans l'objet. Donc le flux électrique va être négatif. Sur la surface du devant, le flux électrique sort de cette surface-là. C'est un flux électrique qui est positif. Et sur le côté du cylindre, il n'y a pas de flux électrique qui traverse les côtés du cylindre, qui sort à travers les côtés du cylindre. Il n'y a pas de champ électrique. Donc, le flux va être égal à 0. Ça, c'est une illustration là, des vecteurs R de la surface. Fait que je vous rappelle que là, j'ai dessiné en rouge ici. Donc, les vecteurs A par convention, les vecteurs qui représentent l'air sortent d'un objet fermé. Fait que A2, qui était la surface en avant, son vecteur est comme ça. A1, qui
Et la surface en arrière, son vecteur est comme ça. Et sur les côtés, ce qui représente la surface du cylindre, c'est un vecteur A qui serait tout le tour du cylindre, si on veut, qui serait sortant du cylindre. Fait que ça nous permet de voir mathématiquement que lorsque le vecteur, c'est cette vue-là qu'on voit peut-être mieux, là, le vecteur E, pour cette chose-là, je le regarde de face, je le vois sortir vis-à-vis moi. Donc, il fait un angle de 90 degrés avec les vecteurs R qui représentent le côté du cylindre. Cos 90 donne 0, donc ça vient confirmer là, que le flux, le E perpendiculaire va être égal à 0, puis le flux va être égal à 0. À l'inverse, sur la surface d'en avant, le E est dans le même sens que le A. Donc, ça serait d'avoir ça sur mon dessin. Le cos, dans ce temps-là, serait égal à 0. Donc, quand je prends le cos de 0, ça me donne 1. Donc, c'est là que mon signe positif apparaîtrait. À l'inverse, à l'arrière, vecteur E est à 180 degrés versus l'air. Donc, ce serait justement d'avoir mon R comme ça, puis mon vecteur E comme ça. Là, ça donne un cos de 180, puis ça fait apparaître le signe négatif, si on veut, si on tient compte des signes. Il y a une définition encore plus complète du flux électrique pour une surface quelconque, une surface qui ne serait pas aussi facile à analyser qu'une surface plane comme ça ou une surface d'un objet connu. On pourrait faire l'intégration partout sur la surface de la valeur de E avec la valeur de la surface. Donc, pour une surface complexe, on utiliserait l'intégrale, mais aussi pour un champ E complexe qui ne serait pas uniforme à travers la surface, on prendrait cette définition-là. Mais la plupart du temps, on va dire que le champ est uniforme, comme dans le cas ici, que le champ ne variait pas sur la surface d'en avant, exemple. Le E est toujours perpendiculaire à cette surface-là, puis il vaut toujours la même valeur, parce qu'il vaut la même valeur partout dans l'espace. Là, je peux prendre la définition simplifiée. On va y revenir en faisant des problèmes. Et finalement, la section 1.11, le dernier concept que ça fait appel, c'est le théorème de Gauss. Donc, Gauss a réussi à prouver que sur une surface fermée, le flux électrique existant à travers cette surface fermée-là, on va oublier la définition mathématique rigoureuse avec l'intégrale de surface. On va prendre la définition simplifiée lorsque le champ électrique est uniforme puis que l'air est simple à étudier. Le champ électrique sur une surface, pas le champ, le flux électrique sur une surface fermée est égal à la charge qui est à l'intérieur de la surface fermée divisé par epsilon 0. En soi, cette formule-là de physique n'est pas très utile. D'ailleurs, le calcul du flux électrique n'est que très peu utile. Je n'ai jamais utilisé ça en 20 quelques années de pratique. Pourtant, cette formule-là est utile. Pourquoi qu'elle est utile? C'est pour faire des démonstrations. Pour retrouver des formules, si je vous ramène en arrière quelques secondes au chapitre 29, à la deuxième page du résumé du chapitre 29, on avait vu un ensemble de formules de façon de calculer E pour différentes configurations, puis évidemment, il pourrait y avoir d'autres configurations que ça. Donc, il y a toute une liste. Toutes ces formules-là, je peux les retrouver en appliquant le théorème de Gauss. Fait que le théorème de Gauss, c'est comme un gros outil mathématique qui te permet de démontrer toutes ces formules-là. Personnellement, ils ont été démontrés il fait longtemps, ces formules-là, fait que moi, je préfère les utiliser. Mais il reste que le théorème de Gauss, c'est l'outil qui permet de retrouver toutes ces formules. Et de retour au chapitre 30, ces démonstrations-là, on va tous utiliser cette formule-là. Fait qu'on va quand même en faire quelques-unes. Et vous allez voir là, que, je vais en reparler, mais en termes d'examen, je vous demanderai rarement de faire une démonstration complète, une utilisation à partir de rien du théorème de Gauss. Une remarque, quand on va l'appliquer, ça c'est sur une surface fermée. À la page précédente, on avait un exemple de surface fermée, le cylindre, puis c'est composé de 3 surfaces. Justement, on va souvent décomposer notre surface fermée en un peu comme le principe de superposition, dire je vais étudier le flux sur mon cylindre, il serait sur l'arrière du cylindre, sur le côté du cylindre, puis sur l'avant du cylindre. Donc, on va décomposer notre problème là, en petits problèmes. Puis cette décomposition-là va nous permettre d'appliquer le principe qu'on a vu aussi à la page précédente, là, que si la surface que j'étudie, le champ électrique est perpendiculaire, le flux va être égal à 0. Si la surface que j'étudie, le champ électrique est perpendiculaire, puis sortant de la surface, je vais mettre un signe plus, puis on calcule de façon simplifiée en faisant E fois A. Évidemment, il faut que le champ E soit uniforme sur toute la surface. Et à l'inverse, si le champ est rentrant dans la surface, je vais mettre un signe, puis on le calcule en faisant E fois A. Il faut que la surface soit simple à étudier, puis que le champ électrique soit uniforme sur toute la surface.